Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, les relations diplomatiques entre Madagascar et les pays étrangers sont en bon terme. La présentation de lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Zimbabwe, du Brésil et de l'Irlande en sont les preuves. Judigal Ranjanerin, Bras de Nilsson. Trois nouveaux ambassadeurs non résidents ont présenté ce jour leur lettre de créance au président de la République Andjrazwelen. Il s'agit de David Amadiziripi, ambassadeur de Zimbabwe, Ademar Seabra da Cruz, ambassadeur du Brésil, et Patrick Mpe, ambassadeur d'Irlande. Ils ont soutenu qu'ils contribueront pour le développement de Madagascar. Pour le Zimbabwe, les relations portent sur le secteur agricole. Des agriculteurs malgaches ont été formés en agriculture en utilisant la méthode Pfumutsa. Ils ont également participé au soutien des foyers dans le cadre du projet Nkunanamyarn. La discussion entre le président de la République et l'ambassadeur du Brésil a par contre porté sur l'économie. Nous avons discuté aussi à propos de la possibilité d'organiser au futur une mission d'entrepreneurs brésiliens parce que nous avons des projets qui sont des projets qui nous disent beaucoup au Brésil, au cas par exemple la construction de nouvelles villes. Nous avons d'expérience au Brésil, nous voulons très bien que nous pouvons d'une façon ou d'autre participer de ce projet. Nous parlons aussi avec des possibilités au tourisme. Il y a des difficultés, bien sûr, parce que d'infrastructures, d'accès, mais j'ai mentionné à M. le Président que maintenant, le Brésil et les pays de l'Afrique subsaharienne sont beaucoup plus rapprochés. Et ça signifie qu'en termes de connexion, par exemple, aérienne, et ça émènera, nous espérons, une campagne, un travail pour que le tourisme brésilien, les touristes brésiliens, ils sont très enthousiastes, ils aiment voyager à l'étranger et ils veulent justement chercher et découvrir des destins qu'ils ne connaissent pas très bien. Par ailleurs, la coopération entre Madagascar et Irlande est une première. C'est la première fois qu'un ambassadeur irlandais opérera à Madagascar. Lors de ces trois rencontres, le président de la République Andjrazwelen a souligné l'importance de la coopération dans le domaine de l'éducation, car le développement commence par une bonne éducation. Dans les actualités également, l'auteur présumé du viol sur une fillette âgée de 6 ans à Immertsetouski lundi dernier est sous le coup de 2 chefs d'inculpation. Il est passé devant le parquet ce jour. Selon les chefs d'inculpation, travaux forcés à perpétuité et castration chirurgicale l'attendent. Par ailleurs, en attendant le verdict, le parquet demande qu'il soit incarcéré à Tiafa. Détails sur les images de Yves Janel. C'est lui, l'homme recherché lundi dernier. Il est accusé d'avoir agressé et violé une fillette âgée de 6 ans à Immertsetouski. Après l'acte, il s'est caché dans le plafond de la maison où il l'a perpétré sans méfait. Il est ensuite parti pour Antananarive dans la soirée de ce lundi. Il a été appréhendé par la police le mardi vers 2 heures du matin. Comme on peut le constater sur les images, il y a des taches de sang sur ses vêtements, probablement le sang de la petite fille. Ce violeur présumé a été présenté ce matin devant le parquet et a avoué son crime, d'après la procureure du tribunal de première instance, Narin Jarakutunian. L'enfant violé est actuellement hospitalisé. Ses organes génitaux sont complètement détruits. Les résultats des dépistages pour d'éventuelles maladies infectieuses sont attendus. Les conclusions du médecin parlent d'éclatement vulvo-vagino-périnéo-anal d'origine traumatique, compatible à des lésions faisant suite à une intromission brutale par viol. Le juge d'instruction prend en charge le traitement des dossiers du violeur présumé car il est accusé de crime et de viol. Le parquet demande par ailleurs qu'il soit incarcéré à Tiafa jusqu'à son procès. S'il est reconnu coupable, il sera le premier à subir la castration chirurgicale selon la loi qui a été approuvée par la HCC et promulguée par le président de la République le 26 février dernier.
Et puis 5 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie de l'aéroport d'Ivat pour vol et achat de kérosène. 2 d'entre eux ont été pris en flagrant délit dans la matinée du 29 février. Selon la gendarmerie de l'aéroport, ces individus opéraient depuis longtemps, mais finalement, ils sont tombés dans un piège tendu par ces dernières. L'enquête menée sur les 2 hommes arrêtés ont également permis de mettre la main sur les fournisseurs et les acheteurs. Et dans un tout autre sujet, le raccourcissement du traitement des documents fonciers, l'inventaire de tous les terrains pour séparer les terrains publics et les terrains privés, les terrains pour le projet du ministère qui sont utilisés par les particuliers sont parmi les idées qui ont émergé lors de la consultation de ce jour. Cette consultation qui, il convient de rappeler, vise à rassembler toutes les suggestions visant à améliorer la loi sur les terrains domaniaux pouvant être vendus, initié par le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Natera Koutoumaf, Yves Janel. La sécurisation des terrains domaniaux, afin qu'ils puissent être utilisés selon leur vocation, tant pour le peuple que pour le gouvernement, ce qui constitue la principale raison de la réforme de la loi sur le terrain domaniaux. Dans le cadre de cette réforme, le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire entame un processus de consultation par l'intermédiaire de la direction du domaine et des services fonciers. Aujourd'hui, une consultation publique a été organisée à travers une porte ouverte au service du domaine et de la topographie à Nous et à travers les circonscriptions domaniales. Pendant toute cette semaine, les consultations ont été tenues sur toute la grande île par le biais de 64 départements de services fonciers et topographiques et se terminera demain. Après la consultation, un comité se chargera de la restitution de ces propositions et ensuite passera au niveau du tribunal pour une consultation multisectorielle avant la validation totale des articles à réformer dans cette loi. Et au niveau de cette réforme de la loi sur les terrains domaniaux, le domaine de la topographie est concerné de près. Il existe déjà un projet PLOF ou un plan local d'occupation foncière qui est établi au niveau des communes afin de sécuriser les terrains domaniaux. La mise en place de ce PLOF constitue une tâche urgente. Social, le quartier d'Antsakambaïn, commune d'Anteirouk, district d'Ambujachim, ont été dotés hier de lampes Cobra dans le cadre du projet Azavon et la Kelachan, cela dans le but de lutter contre l'insécurité. Détails sur les images de Yves Janel. Les habitants du quartier d'Antsakambaïn, commune d'Anteirouk, district d'Ambujachim, ont reçu hier des lampes Cobra grâce à la collaboration avec la Jirama et le député IRD élu dans cette localité, Johnny Rakutwarsu. Selon les explications, cela fait partie de la concrétisation de l'engagement du président de la République Andrazouel, qui est de faire bénéficier de la lumière pour tous et qu'aucun district ne sera oublié. 120 lampes Cobra sont prévues pour le district d'Ambujachim, selon toujours les explications, et les localités touchées par l'insécurité seront privilégiées. Pour l'instant, dans cette circonscription, c'est la commune d'Ivat qui a le plus bénéficié de ces lampes Cobra. L'installation de telles lampes se poursuivra à Anoussial, Maïns et ses environs. Et puis, de nombreux quartiers de la commune d'Ivat risquent d'être isolés à cause de la dégradation des ruelles y accédant, selon le maire de cette localité. Pour cette raison, la commune procède aux travaux de réhabilitation, dont certains sont entièrement achevés, si d'autres sont en cours d'achèvement. Les détails. Il est difficile pour la population de se déplacer dans certains quartiers de la commune d'Ivat en raison de la dégradation des ruelles. Pendant la période de pluie, de nombreux élèves sèchent les cours et les employés obligés d'emmener des vêtements de réchange pour ne pas arriver avec des vêtements sales au bureau. Pour pallier cette situation, les ruelles sont réhabilitées. D'autres sont entièrement achevées et d'autres encore en cours de finition. D'après le maire Penzranjanarsu, toutes les réhabilitations seront achevées d'ici novembre. Les travaux sont réalisés par la municipalité et ses partenaires. Le gouvernement contribue également, a-t-il poursuivi. Par ailleurs, la mise en place des lampes Cobra se poursuit dans cette localité, de même que la réhabilitation de la maison communautaire. Le nombre de personnes malentendantes atteindra les 1 milliard dans le monde d'ici 2050 selon les statistiques publiées par l'OMS. Les pays en développement sont les plus touchés par cette situation.
Cependant, il est possible de réduire ce nombre s'il existe une protection préalable de la santé des oreilles selon un otologue. Secharanjanas et Sechanjanab. Le nombre de personnes dans le monde qui seront touchées par une perte auditive peut augmenter si les oreilles ne sont pas correctement protégées. Parmi tous les cas pouvant entraîner une perte auditive, 50 à 60% d'entre eux peuvent être évités. Les enfants à naître sont parmi les plus touchés, car de nombreux facteurs peuvent les rendre sourds pendant la grossesse et au moment de la naissance. Les futures mamans sont donc invitées par les médecins à se rendre auprès des établissements sanitaires au moment de l'accouchement pour éviter la possibilité de complications qui pourraient rendre un enfant sourd. Pour les adultes, il est bon de consulter souvent un otologue dès qu'il y a des suspicions afin de prévenir une perte auditive. Le centre Akama accueille les enfants ayant des problèmes d'audition. Actuellement, 196 enfants sont scolarisés dans ce centre. Les enfants à partir de 2 ans sont acceptés. La Journée mondiale de l'audition a été célébrée aujourd'hui. Le thème adopté par l'OMS est « Changer les attitudes pour que le soin des oreilles et de l'audition soit une priorité pour tous ». Et dans le cadre de la célébration du 8 mars, la région d'Anos priorise l'accès aux services santé pour les femmes. En effet, l'un des obstacles au développement du pays est l'inaccessibilité des femmes, en particulier des mères, à bénéficier de services de santé complets. Antoniana Martina, Sechanjanab. Bilan de santé générale, contrôle prénatal, contrôle des naissances, vaccination, et surtout sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux mères, tels sont les services de santé que l'on retrouve ici à Tolagnare depuis hier. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Le gouvernement accorde une importance et une priorité à l'accès pour toutes les femmes aux services de santé dans le cadre du projet de santé de proximité, précise la gouverneure de la région d'Anos, voire Akutvelmanatsu. En outre, 69 femmes handicapées ont bénéficié d'une formation. Un concours de cuisine a été organisé pour évaluer les compétences des femmes de la région d'Anos. Les femmes debout et solidaires, garantes du développement, est le thème de cette célébration du 8 mars. C'est pourquoi le gouvernorat et les associations féminines locales n'ont pas oublié les femmes prisonnières à Tolagnare et leur ont apporté des aides comme du riz, des céréales, etc. Certains réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, ont connu une panne générale hier en début de soirée. Selon les responsables, cet incident a eu pour origine la mise en place du DMA ou Digital Markets Act. Ça, Sylvain, pour plus de détails. Panique pour les utilisateurs de Facebook et Instagram hier en début de soirée, pendant une trentaine de minutes. Certains se sont appelés pour savoir si leur compte fonctionnait par peur de piratage. D'autres ont redémarré leur téléphone, mais en vain. Dans les actualités internationales, toujours, Donald Trump a lancé sa carrière politique après avoir fait fortune dans les affaires immobilières. C'est à cette fortune qu'il doit en partie son ascension. Mais à un moment où il veut reconquérir la Maison-Blanche, son empire économique est fragilisé. Il a notamment été sommé de verser 454,2 millions de dollars après avoir été reconnu responsable d'avoir exagéré sa fortune afin de tromper des banquiers et obtenir des prêts à des conditions plus favorables. France 24. La bonne affaire. Donald Trump, C'est la bonne affaire. candidat à la Maison-Blanche, sera-t-il bientôt réduit à vendre des baskets, ici sa nouvelle marque, pour éponger ses dettes? L'ancien président américain doit près d'1 milliard de dollars. D'un côté, 83,3 millions à l'ancienne journaliste E. Jean Carroll pour diffamation. De l'autre, 454 millions de dollars avec les intérêts à l'État de New York pour avoir surévalué ses biens et obtenu des prêts avantageux. Personne n'est au-dessus de la loi. Peu importe que vous soyez riche, puissant ou influent politiquement. Mais Donald Trump a-t-il les moyens de payer ou risque-t-il la faillite? Selon le magazine Forbes, l'ancien président posséderait 2,6 milliards de dollars, répartis entre ses propriétés immobilières,
comme la Trump Tower à New York ou son golfe de Mar-a-Lago en Floride, et ses actifs liquides, en cash. Mais ce n'est pas pour autant qu'il lui sera facile de payer cette somme, avancent les spécialistes. Il n'aura pas assez. Vous ne pouvez pas juste vider vos coffres et dire « Ok, je n'ai plus rien, mais je vais quand même continuer à faire tourner mon empire immobilier ». Ce qui est possible, c'est que plusieurs millionnaires aient envie de lui prêter 100 ou 200 millions de dollars. L'ancien président ne pourra pas utiliser l'argent de sa campagne pour rembourser la somme demandée par la justice. L'autre source de revenus possible résiderait donc dans son réseau social Truth. Si la valeur de la plateforme avait jusqu'à présent baissé, son introduction possible en bourse d'ici la fin du mois pourrait rapporter près de 4 milliards de dollars à l'ancien président. Mais 2 de ses anciens associés s'opposent à cette transaction. Même s'il a fait appel, Donald Trump a jusqu'à fin mars pour régler la somme demandée par la justice. La procureure générale de New York a déjà promis que si ce n'était pas le cas, elle demanderait la saisie de ses biens. Une claque pour celui qui s'est toujours vanté d'être un homme d'affaires accompli. Considéré comme l'un des chefs des gangs les plus influents en Haïti, l'ancien policier Jimmy Cherizier a assuré d'une guerre civile si le Premier ministre Ariel Henry restait au pouvoir. Absent depuis plusieurs jours d'Haïti après un déplacement au Kenya, le chef du gouvernement a atterri mardi à Porto Rico, n'ayant pas pu atterrir dans la capitale Port-au-Prince en raison de la situation sécuritaire à l'aéroport. France 24. Où est Ariel Henry, le Premier ministre haïtien? Depuis son déplacement au Kenya, pays qui a accepté d'envoyer en Haïti une force policière, il n'est toujours pas rentré à Port-au-Prince. Selon le média dominicain CDN, son avion privé a atterri à Porto Rico, territoire américain, après avoir décollé du New Jersey sur la côte est des États-Unis et s'être vu refuser un atterrissage en République dominicaine, pays voisin avec lequel les relations sont tendues. Ariel Henry est au pouvoir depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse. Il aurait dû quitter ses fonctions début février. En Haïti, il est attendu de pied ferme par les gangs qui veulent le renverser. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, est l'un de leurs chefs. Pour cet ancien policier de 46 ans visé par des sanctions de l'ONU, l'alternative est simple. Si Ariel Henry ne démissionne pas, si la communauté internationale continue à le soutenir, nous irons directement vers une guerre civile qui va déboucher sur un génocide. Nous sommes conscients que les hommes armés ont commis des actes nuisibles à la société, mais aujourd'hui, s'ils en prennent conscience et demandent pardon, je pense que la société doit leur pardonner et s'unir pour repenser à une nouvelle Haïti. Ces derniers jours, les gangs lourdement armés ont libéré des milliers de détenus et lancé des assauts violents contre l'aéroport Toussaint-Louverture ou l'académie de police. Les États-Unis surveillent la situation. Nous travaillons avec des partenaires internationaux et le Congrès pour fournir un soutien immédiat à la police haïtienne et déployer la mission multinationale de soutien à la sécurité de toute urgence. Selon l'ONU, les violences ont poussé 15 000 personnes à fuir Port-au-Prince. De l'aide est distribuée, mais l'appel humanitaire de 620 millions d'euros de cette année pour Haïti n'est financé qu'à 2,5%. Le Conseil de sécurité doit se réunir ce mercredi à huis clos pour évoquer les crises politiques, sécuritaires, humanitaires qui accablent ce petit pays des Caraïbes, le plus pauvre des Amériques. Pour terminer, les discussions se poursuivent mercredi au Caire entre les médiateurs internationaux et le Hamas pour tenter de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement palestinien islamiste que Joe Biden a exhorté à accepter un cessez-le-feu. Les médiateurs espèrent négocier avant le début du Ramadan un accord de trêve dans le terroir assiégé et dévasté par 5 mois de guerre, où les bombardements israéliens se poursuivent sans répit. France 24. Des discussions en cours au Caire, aucune image ne filtre et rares sont les échos des entretiens qui se tiennent en l'absence d'Israël entre l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Seulement quelques prises de parole difficiles à décoder sur l'avancée des pourparlers. Ce mardi, le président américain Joe Biden renvoyait vers l'organisation islamiste. La situation est actuellement entre les mains du Hamas. Les Israéliens ont coopéré, il y a une offre sur la table, elle est rationnelle. Quelques instants plus tard, l'un des responsables du mouvement palestinien affiche des signes d'impatience.
Nous ne permettrons pas que la voie des négociations soit ouverte indéfiniment alors que l'agression et la famine organisée contre notre peuple se poursuivent. L'aide humanitaire et la nécessité de son augmentation dans la bande de Gaza, c'est l'une des conditions fixées par le Hamas, comme le retour des déplacés dans le nord de l'enclave, le retrait des troupes israéliennes sur tout le territoire, ainsi qu'un cessez-le-feu définitif. Alors que chaque jour, les alertes des ONG sur la situation humanitaire sont plus alarmantes, les négociateurs tentent d'arracher un accord avant le début du Ramadan, à la fin de la semaine. Parmi les conditions, la libération de 42 otages israéliens sur les 130 encore retenus à Gaza, contre des Palestiniens emprisonnés par Israël. Ces derniers jours, les États-Unis, principal allié de l'État hébreu, haussent le ton et mettent en garde contre une situation potentiellement explosive, sans cesser le feu d'ici au Ramadan. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.